Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour l'épisode 4 de Destination Coupe du Monde. Et cette fois-ci, on rentre dans les choses sérieuses puisqu'on va aborder les 32 nations du Mondial 2022, les analyser, présenter leurs forces, faiblesses, leurs ambitions et mon avis sur leur potentiel parcours cette année. Installez-vous confortablement, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour soutenir cette chaîne. C'est gratuit et je suis vraiment reconnaissant à toutes les personnes qui le feront. Il y aura une vidéo par groupe, donc 8 vidéos de présentation des groupes, puisqu'il y a 8 groupes. C'est un format un peu différent d'En route pour l'Euro, puisque j'avais fait pour l'Euro 2020 une vidéo pour 2 groupes. Et c'était très dense, trop compliqué de parler en profondeur. Ça le sera déjà un petit peu, puisqu'on va parler de 4 nations par vidéo. Mais en même temps, ça me semble aussi très bien de confronter directement les équipes entre elles dans une même vidéo. Et on va commencer par le groupe A, le premier groupe de ce mondial, composé du Qatar, du Sénégal, de l'Équateur et des Pays-Bas, en commençant par le pays hôte, le Qatar. Alors concernant le Qatar, on parlera que de l'aspect sportif, ce qui gravite autour, notamment dans l'organisation du mondial. Je vous renvoie aux autres vidéos que j'ai pu faire en description. Ce n'est pas une sélection que j'ai vraiment dans mon cœur pour plusieurs éléments, pour plusieurs raisons évidentes, mais on va uniquement parler du terrain aujourd'hui. Le Qatar va disputer en 2022 sa première Coupe du Monde de l'histoire, en étant le pays hôte, donc sans qualification. Et qui dit pays qui débute son histoire dans une Coupe du Monde, dit équipe qui a pour objectif de faire le meilleur parcours possible, de ne pas être ridicule dans un groupe qui s'annonce relevé. C'est un pays qui a énormément progressé au niveau footballistique, ça c'est un fait. En 2010, au moment de l'attribution, le Qatar était la 112e nation au classement FIFA. Aujourd'hui, il est le 48e pays. Comment expliquer ce progrès ? Bien sûr, l'attribution de la Coupe du Monde a forcé le pays à massivement investir dans le football, investir dans des clubs, attirer des stars pour rendre visible le championnat national et mettre en place une grosse politique de formation. Aspire Academy, fondée en 2004, est l'exemple de ces nouvelles structures modernes et sophistiquées destinées à éduquer les jeunes athlètes qataris, mais aussi et surtout les jeunes footballeurs. Cette académie high-tech devient le fer de lance du foot qatari à la recherche de futures pépites grâce à l'enseignement et l'accompagnement de recruteurs internationaux. C'est là que l'entraîneur actuel de la sélection, Félix Sanchez, élevé par la jeune du Barça, prend en charge le développement des jeunes du pays. Puis à partir de 2017, la sélection nationale. Les Qataris remportent le championnat d'Asie des moins de 19 ans en 2014 avant de glaner leur premier grand sacre de leur histoire, la Coupe d'Asie en 2019, en battant notamment l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud et le Japon, 3 équipes qui seront présentes durant ce mondial. Donc il y a une formation de plus en plus performante, des joueurs qui brillent en Asie, pas encore sur le continent européen, et aussi en mettant en place une politique de naturalisation. Beaucoup de joueurs du Qatar sont nés en Afrique, notamment en Égypte, au Mali ou au Soudan. Et ils ont été naturalisés pour garnir les rangs de l'équipe nationale. Mais en tout cas, le Qatar, c'est vraiment une équipe qui a pris du poil de la bête ces dernières années, en se confrontant aux autres et en ayant l'occasion de disputer la Copa América, la Gold Cup et des matchs amicaux avec le groupe A des qualifs européennes. C'est bon pour l'expérience du groupe. Au niveau des joueurs, le danger du Qatar viendra de 2 éléments que m'a présenté Samy du super compte Twitter Qatar Foot FR. Son lien sera en description. Ces joueurs, ce sont Afif et Almoez, 2 joueurs formés à Aspire Academy, comme une grande partie de la sélection nationale. Et d'ailleurs, Akram Afif a été un temps sur le marché européen. On a là les 2 éléments offensifs utilisés dans le schéma de l'entraîneur Sanchez. D'un côté, on a Almoez, le finisseur, le buteur, renard des surfaces, très bon de la tête, capable de faire de belles choses sur le terrain, mais aussi de louper des matchs, de louper beaucoup d'occasions. De l'autre, Akram Afif, qui est la perle du Qatar, très technique, vif, qui a une bonne qualité de passe, de frappe, de dribble. Et les deux se trouvent beaucoup, combinent ensemble de manière intelligente. En 2019, beaucoup de leurs mouvements avaient permis au Qatar de briller et de remporter la Coupe d'Asie. C'est vraiment les 2 stars de l'équipe, les 2 plus grosses valeurs marchandes, et d'ailleurs les 2 noms que je connaissais un peu avant de me pencher sur la sélection. Le reste, si on ne suit pas le championnat qatari, eh bien ça nous est inconnu et on va découvrir durant le mois de novembre. Pour terminer avec le Qatar, son objectif est donc de réaliser la meilleure Coupe du Monde possible. Depuis mai dernier, les joueurs de la sélection ont été libérés de leurs obligations en club et ces derniers jouent presque toutes les semaines des amicaux contre des équipes réserves, des clubs de seconde zone, etc. Bref, plein de choses pour gagner en expérience. Sanchez veut vraiment créer une ossature, une cohésion, un système stable dans cette sélection. Il y aura aussi le facteur domicile, leur terrain, leurs supporters, leur climat, ça pèse beaucoup quand on fait du foot. Même si le Qatar est la plus faible équipe du groupe, malgré les probables critiques et la grosse pression, l'ambiance positive qui règne autour du groupe qatari peut leur permettre de réaliser de belles performances. On passe au deuxième pays de ce groupe, le Sénégal. Alors le Sénégal, c'est pas forcément une équipe que j'ai besoin de trop présenter. Assez connue en France, on a des joueurs de qualité à toutes les lignes, de classe mondiale même avec Edouard Mendy, Koulibaly, Sadio Mané, et des joueurs qui sont passés par la France ou qui sont encore en France et qui ont du talent à l'image de Gueye, Ismaël Assar, Niakate, Habib Diallo.
Le Sénégal, c'est le champion d'Afrique 2022, c'est la meilleure équipe du continent africain, mais incontestablement une équipe qui sera scrutée cet hiver, parce qu'on parle très souvent du manque de performance des pays africains en phase finale de Coupe du Monde. 0 pays africain dans l'histoire en demi-finale, 3 pays africains qui ont été en quart, Cameroun, Sénégal, Ghana. Donc ce qu'on attend de voir avec le Sénégal, c'est de mesurer si cette équipe qui sort d'une année déjà riche, peut-être la chance du foot africain pour cette Coupe du Monde. En 2018, c'était la faute à pas de chance. Un triste coup du sort puisque dans le groupe assez relevé et homogène, Colombie, Japon, Pologne, Sénégal, les Lions de la Teranga avaient fini à égalité parfaite avec les Nippons, mais éliminés pour avoir reçu plus de cartons jaunes. Un douloureux moment à oublier, donc. Concernant la qualification pour le Mondial 2022, le Sénégal a eu très chaud malgré son statut de champion d'Afrique. Après avoir aisément terminé premier du groupe H de qualification, les Sénégalais ont attendu les tirs au but pour sortir l'Égypte en barrage en mars, comme ils l'avaient fait en février pour remporter la CAN. La tension était à son comble, c'était limite. En 2022, le Sénégal, qui était dans le chapeau 3 au moment du tirage, se retrouve dans un groupe vraiment pas facile. Les Pays-Bas semblent au-dessus, le Qatar semble en dessous, mais la compétition avec l'Équateur risque d'être serrée. Parce que l'Équateur, on en parle après, c'est une équipe difficile à bouger. Maintenant, le Sénégal est sur un nuage depuis le début d'année et s'avance aussi avec un effectif bien garni, avec des joueurs talentueux et surtout des joueurs qui s'entendent, ce qu'a réussi à faire Aliou Cissé avec le groupe sénégalais. C'est tout bonnement formidable. Déjà joueur en 2002, Cissé a offert au Sénégal 2 participations de suite en Coupe du Monde, les 2 seules autres participations de l'histoire du pays en Coupe du Monde, une finale de CAN en 2019 et la CAN 2022. Il a pris part à toutes les grandes épopées du pays. Il est le symbole de cet élan. Je vous donne mon pronostic en fin de vidéo, mais j'espère un beau parcours des Sénégalais. J'en profite pour remettre une petite fiche en haut à droite de ma vidéo Zoom sur le foot au Sénégal que j'ai réalisée il y a quelques mois et qui vous présente un peu plus en profondeur le football sénégalais. Direction l'Amérique du Sud ensuite, et c'est ce qui est bien avec ce groupe, c'est qu'on a un groupe vraiment international avec une équipe de chaque continent. Là on part en Amérique du Sud du côté de l'Équateur qui pour des raisons extrasportives avec un joueur qui était soupçonné de ne pas être équatorien était sous le coup d'une enquête et menacé de ne pas jouer la Coupe du Monde. La requête demandée notamment par le Chili n'a finalement pas abouti, mais encore récemment c'était très chaud. Bref, l'Équateur fera bien le voyage au Qatar. Les dernières années pour l'Équateur, le voyage Coupe du Monde était un petit peu irrégulier. Là en 2006, absent en 2010, présent en 2014, dans le groupe de la France d'ailleurs, absent en Russie 2018, de retour pour cette édition. La série va-t-elle continuer en 2026? Je ne sais pas, et je pense pas, vu le projet équatorien, on en parle juste après. Au niveau de la qualification, l'Équateur a terminé à une belle 4e place, mais longtemps, El Tri était la 3e force du continent derrière le Brésil et l'Argentine. Ils ont relâché à la fin car ils étaient quasiment déjà qualifiés, mais ils ont vraiment réalisé une qualification énorme. L'Équateur, comme je vous l'ai dit, est un beau projet, à mon goût assez sous-estimé car beaucoup voient les Pays-Bas et le Sénégal passer sans souci, mais ce ne sera pas si simple parce que l'Équateur est un projet vraiment très intéressant. L'objectif de ce mondial pour les Équatoriens, c'est montrer que le pays tient actuellement une génération dorée dont le talent n'était peut-être pas complètement exploité il y a encore de ça quelques années. Le club Independiente del Valle, repris par le riche entrepreneur équatorien Michel Deler, est devenu vraiment une usine à talent, le centre de formation du pays tout entier en ouvrant des académies un petit peu partout et en rassemblant les jeunes talents du pays. Deler veut voir l'Équateur sur le toit du monde, il ne cache pas son ambition. Si bien que durant la phase de qualification, El Tri s'est fait rappeler Banana Mecánica, surnom donné lors de la Copa 1993, compétition dans laquelle l'Équateur a terminé 4e, le meilleur résultat de son histoire. La couleur est donnée, l'Équateur arrive pour surprendre, arrive pour briller, unifier tout son pays, y compris les multiples communautés indigènes et afro-équatoriennes. La formation commence donc à porter ses fruits, le pays veut devenir un acteur du foot mondial, ce qui fait que l'excitation autour de la sélection croît de manière exponentielle. Les Équatoriens ont signé une 3e place lors du mondial U20 de 2019 et un titre au Suramericano U20 de la même année, devant les générations du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie ou de l'Uruguay. Le sélectionneur Gustavo Alfaro pourra compter sur ses talents, sur bon nombre de pépites qui seront à surveiller cet hiver, comme le latéral gauche et pilier Pervis Estupiñán, Diego Palacios, son remplaçant, le défenseur central du Bayer Leverkusen que vous connaissez peut-être si vous suivez la Bundesliga, Piero Hincapié, qui est lui aussi fondamental pour le groupe du haut de ses 20 ans. Il y a également Angelo Preciado, Cifuentes, Plata, Anthony Valencia ou bien sûr Moses Caicedo. Des joueurs techniques dotés d'une belle vista, d'une bonne énergie et surtout très prometteurs. Il y a également une colonne vertébrale dans cette équipe d'Équateur qui joue à Brighton, équipe qui marche super bien cette saison, alors qu'il marchait super bien sous Potter, on verra si ça marche bien sous De Zerbi, mais ces 2 joueurs, ce sont Estupiñán et Caicedo, 2 éléments vraiment essentiels pour les Seagulls. Beaucoup de jeunesse dans cette équipe, on a une moyenne d'âge de un peu plus de 24 ans. C'est de loin l'équipe la plus jeune du groupe, avec un joueur vraiment d'expérience, c'est bien sûr Ener Valencia.
Donc clairement, il y a du potentiel dans ce groupe, du talent. Moi, c'est vraiment une nation que j'ai hâte de voir. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs de l'Équateur, mais je pense qu'ils vont de plus en plus se pérenniser dans le foot sud-américain. C'est l'impression qu'ils donnent. À voir si à l'échelle internationale, ils parviendront régulièrement à disputer et être compétitifs en Coupe du Monde. Mais clairement, l'idée est là. Attention à l'Équateur comme trouble fait. Et enfin, on termine avec l'ogre du groupe, les Pays-Bas, les éternels seconds en Coupe du Monde, malheureusement, eux qui se sont inclinés 3 fois en finale de Coupe du Monde. Vous le savez, si vous avez vu notre épisode de DCDM, notre épisode 1, petite fiche en haut à droite, les Pays-Bas retrouvent le mondial cette année, 8 ans après leur 3e place au Brésil en 2014. Ils ont terminé premier du groupe G de qualification devant la Turquie et la Norvège. Alors autant à l'Euro 2020, je les avais considérés comme une équipe qui pouvait décevoir, et la preuve, ils ont été décevants, ils ont été dépassés en 8e de finale contre la République tchèque. Autant pour ce mondial, il y a matière à faire une belle compétition. Ils sont favoris du groupe, ils sortent d'une très belle trêve en juin 2022, où ils ont notamment battu la Belgique 4-1, on verra s'ils font une belle trêve là actuellement. Mais en tout cas, ils ont une équipe talentueuse, à l'image de la doublette d'avancante Depay-Bergwijn, qui est énormément attendue. La puissance offensive de Orange repose sur ce duo. Il y a Van Dijk, bien sûr, le patron, dont l'absence à l'Euro 2020 s'est faite sentir, De Ligt, De Vrij, Timber en défense, très impressionnant ce joueur. Il faudra bien sûr suivre Frenkie de Jong, qui est comme un poisson dans l'eau avec le style de jeu de Van Gaal, l'homme qui était là à la manette au Brésil en 2014 et qui fait son retour cette année. Enfin, il faudra peut-être suivre certains jeunes qui seront peut-être sélectionnés, Gravenberch, Gakpo, Brobé, voire même Xavi Simons, l'ex du PSG. Donc, on a une équipe armée, ça c'est clair, et une équipe qui doit viser la première place et qui doit même viser au minimum l'écart. Parce qu'en cas de première place, les Oranges affronteraient le deuxième du groupe B, groupe qu'on analysera la semaine prochaine et qui est le groupe de l'Angleterre, des États-Unis, de l'Iran et du Pays de Galles. Donc le deuxième devrait probablement être les États-Unis, l'Iran ou le Pays de Galles, c'est-à-dire des équipes à la portée des Oranges. Donc il y a un coup à jouer pour cette équipe dans leur partie de tableau. Une Coupe du Monde avec une élimination avant l'écart sera ratée. Si les Oranges retrouvent le dernier carré, d'ailleurs on commence même à croire à un potentiel sacre au pays, il y a de l'optimisme, alors vraiment là on pourra parler d'une compétition réussie à partir des demi-finales. Ça reste une équipe assez jeune, qui manque de profondeur de banc et de joker, or ça c'est juste essentiel dans une Coupe du Monde, mais qui a un facteur important, c'est son coach Van Gaal, expérimenté, qui a rehaussé et réenthousiasmé le niveau de jeu de cette équipe, qui a rapporté beaucoup d'optimisme et qui en plus va susciter un sentiment d'abnégation et de courage chez ces hommes. Van Gaal a été atteint d'un grave cancer de la prostate. Il tenait absolument à diriger les Oranges au mondial et nul doute que les Néerlandais seront des animaux sur le terrain pour tout donner, le rendre fier, à la fois lui bien sûr, cette légende des Oranges, mais aussi rendre fier tout le peuple néerlandais qui n'a plus vu un match de Coupe du Monde depuis le 12 juillet 2014. Voilà pour la présentation de ces 4 équipes, il est l'heure de vous donner mon avis, mon classement de ce groupe. Alors attention, je tourne cette vidéo le 22 septembre, la Coupe du Monde c'est dans 2 mois, il y aura peut-être des modifications, d'autres facteurs qui rentreront en compte comme les blessés, les formes du moment. Donc là c'est vraiment mon avis à un instant T, l'instant où je tourne. Il y a pourtant 2 choses qui sont claires et qui je pense ne bougeront pas entre maintenant et la Coupe du Monde. C'est pour moi la première place des Pays-Bas, ils termineront leader du groupe, et pour moi le Qatar finira dernier. Pas forcément en étant ridicule, mais pas forcément non plus en finissant avec 0 points. Mais ça me semble quand même trop juste de pouvoir jouer quoi que ce soit dans ce groupe. Donc pour moi, le Qatar serait le 2e pays de l'histoire après l'Afrique du Sud, le 2e pays hôte de l'histoire après l'Afrique du Sud en 2010 à être éliminé dès les poules. Les Oranges, certes, peuvent être dérangés, mais ils sont sur une bonne dynamique, ça joue bien. Et si on prend tous les autres facteurs que j'ai mentionnés, la première place est une nécessité. Pour la 2e et 3e, j'ai hésité parce que beaucoup pensent que le Sénégal passera haut la main. Moi, je dis attention parce que l'Équateur est une équipe menaçante qui a beaucoup moins de pression que le Sénégal, qui en plus d'être champion d'Afrique est vraiment l'équipe africaine que tout le monde attend. Alors sur ce mondial, le projet équatorien sera peut-être un peu juste pour permettre de sortir. Et puis la belle vague 2022 sur laquelle surfent les Lions de la Teranga m'incite à les mettre à la 2e place. Le Sénégal 2e, l'Équateur 3e. Mais franchement, non sans mal. Je tiens aussi à rappeler que le Sénégal a terminé sa poule de Coupe d'Afrique des Nations avec 5 points, 2 matchs nuls, dont 2-0-0 contre la Guinée et le Malawi, et une victoire poussive sur pénalty contre le Zimbabwe. Les premiers matchs sont souvent toujours difficiles, délicats, donc il faudra absolument bien les gérer et pas jouer avec le feu pour sortir des poules. Donc voilà ce que je ressens sur ce beau groupe de Coupe du Monde, vraiment très sympa. Avec un petit mot sur le calendrier aussi, je ne vous l'ai pas dit au début. Mais match d'ouverture Qatar-Équateur le dimanche 20 novembre. Le lendemain, Sénégal, Pays-Bas à 17h. Un des 7 matchs à suivre selon moi dans cette phase de groupe. Deuxième journée le 25 novembre, Qatar-Sénégal à 14h, Pays-Bas-Équateur à 17h, toujours en heure française. Et enfin, la dernière journée, Pays-Bas-Qatar et Équateur-Sénégal le mardi 29 novembre à 16h.
C'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire sur ce groupe, ce que vous imaginez, vos pronostics, votre équipe et votre joueur à suivre. Un immense merci donc à Samy de Qatarfoot FR, le compte Twitter pour toutes les infos sur le Qatar. Merci aussi à Maxime de Football Therapist pour les infos sur l'Équateur, super chaîne YouTube. Et bien sûr à Enzo Payo sur Twitter pour les infos sur les Oranges, l'un des meilleurs spécialistes du foot néerlandais en France. Tous leurs liens sont en description. Merci à vous les gars. On se voit la semaine prochaine les amis pour parler du groupe B. D'ici là, portez-vous bien, bon week-end et profitez des vôtres. Ciao.